Et si la guerre contre le terrorisme n'était, pour certains, qu'une immense mise en scène, alors que le Sahel fait face à des attaques terroristes d'une envergure complexe et inédite, les révélations explosives de l'éditorialiste français Georges Malbredon viennent de briser l'omerta. Nous ne parlons plus seulement de géopolitique, mais d'une dérive systémique, l'existence d'un axe secret reliant Paris à des groupes terroristes sahéliens via les circuits opaques de réseaux mafieux ukrainiens. Longtemps traité de complotiste, les accusations portées par le Mali devant le Conseil de sécurité de l'ONU changent aujourd'hui de statut apparemment. Elles deviennent une vérité dérangeante qui redéfinit les contours de la trahison diplomatique. Pourquoi des puissances occidentales auraient-elles choisi de pactiser avec ceux qu'elles prétendaient combattre? Est-ce le prix à payer pour contrer l'influence russe, quitte à sacrifier la vie de milliers de civils africains? De la découverte du poteau rose aux réponses sécuritaires de l'Alliance des États du Sahel, nous allons explorer comment cette affaire questionne la présence française en Afrique et impose une nouvelle architecture de souveraineté. Nos invités au plateau ce dimanche, j'ai le plaisir d'accueillir mon cher ami Luc Koumeyabalo Abaké. Luc, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à tous nos amis qui nous font cette amitié tous les dimanches de participer à la deuxième messe de midi. La deuxième messe sans quête. Hein. Ouais. Il faudra réfléchir même à la façon de ramasser la quête. Ça se fait de façon électronique dans certaines congrégations. Je n'ose pas envoyer la parole au deuxième interlocuteur pour créer des problèmes. Hein, parce que je vois la mèche. L'homme qui ne bouge pas a bougé aujourd'hui. Il est remplacé dignement par Anani Sossou. Bonjour. Bonjour mon cher ami Gilles, bonjour Luc. Et bonjour à tous nos amis qui nous suivent partout dans le monde. Dans une autre vie, il était dirigeant, officiant d'autres messes. Eh ben, vous êtes invité, fidèles téléspectateurs, à contribuer à la richesse de cette émission. Mali, agression, les commanditaires sont-ils désormais démasqués? C'est la question que nous vous posons. Vos réponses, plus 228 96 08. 43 pour nous écrire via WhatsApp essentiellement, pas d'appel, rien que de messages. Vous pouvez également commenter abondamment cette émission sur les réseaux sociaux qui nous relaient en direct, notre page Facebook et notre chaîne YouTube. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à notre chaîne pour recevoir en temps réel les notifications lorsque nous avons de nouvelles vidéos. Alors, les faits pour démarrer, Luc Abaki, quelles sont les preuves matérielles ou les témoignages clés qui ont permis à Georges Malbredon, notre confrère, de remonter la piste de cette connexion entre les services français et les réseaux ukrainiens? Non, mais Gilles, tu sais, nous avons l'habitude dans nos sociétés d'utiliser certains adages sans pour autant les vivre vraiment, les porter dans notre conscience. Quand on dit par exemple que la vérité, le mensonge a beau quitter tôt, courir, la vérité va toujours le rattraper. Nous y sommes de plein pied. Je pense que depuis plus de 2 ans, tout ce que nous avons toujours dit ici, en ce qui concerne l'agression des pays de l'AES, c'est ce qui est en train d'être confirmé justement par Georges Malbredon, qui est en effet un Français, journaliste d'investigation français, qui dit clairement dans sa chronique avoir fait des recherches et même approché des services de renseignement français, à partir desquels donc, il a eu un certain nombre d'éléments qu'il a compilés et qu'il tisse aujourd'hui un narratif qui nous conforte dans nos convictions qu'en effet, le colonisateur d'hier et le néocolon d'aujourd'hui n'a pas envie de démordre. Tout ce qu'il a évoqué, on n'a même plus besoin de remonter des pistes pour voir les éléments qu'il a évoqués. Tout ce qu'il a dit, c'est ce que nous avons toujours dit ici, y compris les autorités maliennes, les autorités burkinabées, les autorités nigériennes, qui, vous vous rappelez, le ministre des Affaires étrangères du Niger, qui avait clairement dit, à chaque fois qu'il sort, il dit clairement que leur problème, c'est la France. C'est une vérité, et puis c'est logique. Je pense qu'aujourd'hui, la France ne peut plus se cacher ou vouloir camoufler en réalité tout ce qu'elle fait de pernicieux et de pécamineux dans nos milieux, parce qu'en réalité, elle est quand même logique, elle est cohérente. La France, comme l'ensemble des impérialistes de l'Occident, sont venus en Afrique pourquoi? Justement pour exploiter l'Afrique, justement pour utiliser tout ce que
l'Afrique a comme ressources humaines, ressources minières, ressources naturelles, etc., etc. Et donc, les impérialistes sont convaincus que sans l'Afrique, ils auront du mal à construire leur économie, à asseoir les socles de leur développement. Et c'est vrai, parce que le principe qui a motivé leur arrivée, que ce soit à travers la traite négrière, que ce soit à travers la colonisation ou le néocolonialisme aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont convaincus que c'est sur nos sols qu'ils vont trouver les ressources dont ils ont besoin pour alimenter leur économie. C'était quand même puéril de voir la France nier des faits aussi évidents lorsque le Mali l'accusait clairement d'être d'intelligence avec les groupes terroristes pour justement déstabiliser le pays. On a vu le président Macron, son ministre Le Drian à l'époque et d'autres qui ont nié et ont donné l'impression. Et puis c'était donc puéril parce que là c'était plus cohérent. Jusqu'à ce que le Mali a été obligé de compiler une série de faits pour justement porter une plainte auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies. Malheureusement, c'est encore cette France qui engloue la procédure et empêche justement l'éclatement de la vérité. Et donc, ça veut dire qu'en tout état de cause, ce que Georges Malbruno a dit aujourd'hui n'est rien d'extraordinaire que ce que nous avons toujours dit et dénoncé. Et nous pensons que la France ne fait que conforter, en tout cas confirmer, ce qu'elle a toujours poursuivi en Afrique. Et à elle de savoir s'il faut changer de logiciel ou pas, parce que dans tous les cas, dès lors qu'elle est aussi dénudée, elle n'a plus de cachette possible. Anani Sossou, doit-on prendre les propos de Georges Malbruno comme vérité d'évangile? Mais il faut qu'on se rappelle déjà qu'en novembre 2025, le président Abdourahmane Tiani avait déjà évoqué ce qui s'est passé le 25 avril dernier. Dans une de ses sorties, il a dit clairement que l'ambition de la France était de partitionner le Mali et pour faire d'une partie du Mali un rattachement peut-être vers l'Algérie à travers l'Azawad. Et qu'on se souvienne également que le président Ibrahim Traoré du Burkina n'a jamais cessé de dénoncer l'implication de la France dans la déstabilisation même du Sahel. Le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, du Mali, n'a jamais arrêté d'impliquer directement l'intelligence des services français avec le JNIM et d'une part et avec ce qu'on appelait aujourd'hui le FLA de l'autre côté. Donc, si les trois pays réunis, qui ont quand même des services de renseignement, n'ont jamais arrêté d'accuser la France, ça veut dire qu'il y a quelque part quelque chose. Et ce qui était une rumeur est devenu aujourd'hui une clameur qui a été dire sur une chaîne française de grande écoute RTL. RTL, oui. Donc, il faut savoir que ce qui se passe au Mali n'est pas différent, c'est pas différent de ce que projette la France de faire à la fois au Burkina Faso et au Niger. Et le pivot central, à mon avis, c'est le Mali. Une fois que le Mali sera tombé, les deux autres pays aussi vont tomber. C'est ça l'objectif en fait des renseignements français. Et il y a aussi une chose qui m'est arrivée en tête, c'est que vous vous souvenez qu'il n'y a pas longtemps, le Qatar avait payé 50 millions de dollars, plus des équipements pour essayer de reprendre, voilà, comme rançon pour essayer de reprendre un seul ressortissant qatari. Est-ce que ce n'est pas du financement du terrorisme, ça? Absolument. C'est pas déguisé, mon cher ami. C'est pas déguisé, ça, c'est du financement du terrorisme. Et de là à dire qu'il y a une intelligence avec les services français dans le paiement de cette rançon, le pas est vite franchi. Donc, que les gens arrêtent, que nous, les Africains, surtout les trolls france-africains qui sont là à crier tout le temps pour ne rien dire, hein, ils sont là dans une vacuité à la pas possible où un Africain qui prend sa plume contre d'autres Africains alors qu'on est en train de déstabiliser un pays africain, que des trolls france-africains écrivent noir sur blanc que non, la France n'est pas d'intelligence avec les ennemis. Mais c'est ça qui est bizarre. Et puis, ce qui me paraît surprenant au-delà de tout, c'est que la France dit qu'elle est l'ennemi des terroristes, des djihadistes, notamment le djihad, le JNIM plutôt, qui a une affinité avec Al-Qaïda. Mais comment est-ce que la France peut aujourd'hui
aider ces terroristes-là qu'elle combat à vouloir déstabiliser d'autres pays. Ouais, c'est une question que nous allons aborder tout à l'heure. Le temps de rappeler que les services secrets russes avaient aussi, à un moment donné, lancé l'alerte sur l'implication de certains réseaux français dans le financement, dans l'organisation, dans le soutien aux groupes terroristes. Mais Lucas Baki, comment s'articulait concrètement cette logistique? S'agit-il de livraison d'armes, de transfert de technologies, les drones par exemple, ou de partage de renseignements tactiques, ou de contribution au recrutement, de financement? Donc, quel est le modus operandi? Mais c'est tout à la fois. Vous voyez? Carrément. Ah ben absolument, puisque, vous savez, la France a un défi dans les pays du Sahel. Dès l'instant où, pour une fois, une colonie française demande clairement à la France de déguerpir de son territoire, mais c'était un péché impardonnable. Vous voyez? Donc, dans un tel contexte, effectivement, la France n'a pas eu d'autre choix que de déguerpir de ces 3 territoires. C'était donc un affront terrible que la France ne peut jamais pardonner. À partir de ce moment-là, elle va se donner tous les moyens possibles. Et donc, ça veut dire qu'en termes de modus operandi, tout ce que la France a comme moyen permettant d'atteindre son objectif, qui est donc de déstabiliser les 3 pays, de chasser les 3 dirigeants et de leur faire la leçon qu'en fait, vous avez fait une forme de parricide, puisque la France considère qu'elle est donc le papa, si vous voulez, de toutes ces colonies-là. Donc, aujourd'hui, quand la guerre d'Ukraine a commencé, à un moment donné, on était en train de dire que ces genres de financement, de fourniture d'équipements, etc., à l'Ukraine étaient suspects. Pourquoi? Parce qu'on a compris qu'on a mis en place un système qui permettait de transiter justement tous ces équipements-là par l'Ukraine pour les déverser justement dans le Sahel. D'où, aujourd'hui, les terroristes sont puissamment armés, au point où un chef d'État qui a été renversé nous a dit ici que les terroristes sont plus armés que les armées légitimes et normales. Donc vous comprenez que dans un tel contexte où l'impérialiste considère que vous n'êtes que des négros, c'est-à-dire que c'est eux qui nous ont donné la civilisation, c'est eux qui nous ont ouvert les yeux, c'est eux c'est-à-dire que nous sommes en fait leurs choses, quoi, leurs objets. À la limite, ils sont prêts aujourd'hui à décimer tous les citoyens d'Afrique, quitte à ce qu'ils aient accès donc à nos ressources sans les citoyens africains. Donc ça veut dire que, pour être clair, je pense qu'ils ne font économie d'aucun moyen pour justement atteindre ce but qui est donc de maintenir instable les 3 pays et donc de reprendre pied. Puisque même les généraux français disent clairement qu'il y a le risque qu'avec l'arrivée de la Russie, etc., en Afrique et dans le Sahel, on risque de forger un modèle de société qui ne leur convient pas. Et donc, ils doivent pouvoir s'organiser, même par des moyens détournés, pour pouvoir revenir dans ce territoire, sur ce territoire-là et reprendre pied, justement. Donc, ça veut dire qu'en toute cause, ils ne lésinent sur aucun moyen. Ils sont dans cette disposition où quitter l'Afrique est un péché, un affront qu'ils ne peuvent jamais pardonner. Mais justement, maintenant, pourquoi la France se revêtit-elle de l'habit de l'intermédiaire? Comment comprenez-vous ce rôle? Pourquoi le recours à des réseaux mafieux ukrainiens? Est-ce que c'était indispensable pour masquer l'implication de l'État français? Ce serait trop flagrant lorsque la France va directement financer, armer les terroristes, elle a été renvoyée du Sahel. Donc ce serait trop flagrant. Donc le mieux pour elle, c'est de faire une sous-traitance à travers le GUR, les services de renseignement ukrainiens. Donc, moi, je comprends. Ou une convergence des objectifs, parce que c'est une sous-traitance, quelque part. Moi, je veux attaquer la Russie aussi à travers le Sahel. Ouais, mais Macron n'a jamais arrêté de menacer la Russie en Ukraine. Donc, lorsque la Russie s'est installée dans le Sahel, c'était un défi pour la France. Et la France veut tout faire pour faire déguerpir la Russie. N'oubliez pas qu'on nous a parlé des supplétifs russes, Wagner, etc. Qu'est-ce qu'on n'a pas traité? De quel nom on n'a pas traité ces Russes-là?
qui est devenu aujourd'hui l'Africa Corps. Vous vous souvenez de Tinzawaten, je crois, hein, où déjà les services ukrainiens ont aidé les terroristes à faire une embuscade à l'armée régulière, les FAMA. Donc à l'époque déjà, les Russes étaient impliqués via la France. Donc pour moi, que la France fasse cette sous-traitance-là ne m'étonne pas, puisque la France est le pilier central du financement de l'Ukraine à travers l'Union européenne, à travers l'OTAN. Donc, j'avais déjà posé cette problématique tout à l'heure, que on ne peut pas comprendre aujourd'hui que la France, qui dit combattre le terrorisme, finance les terroristes au Sahel. Pourquoi? Pour la simple raison que la France veut prendre pied, encore comme disait Luc tout à l'heure, veut prendre pied dans le Sahel parce que le Sahel, c'est une poule aux œufs d'or. Hein. Pour la France, c'est une poule aux œufs d'or. Mais est-ce que la fin justifie tous les moyens? Mais bien sûr, du moment où on parle de l'économie, du moment où on parle de l'argent, tout est possible pour cette France-là. N'oubliez pas qu'il y a le général Lecointre, si ma mémoire est bonne, qui a dit qu'il faut recoloniser toute l'Afrique. Et pourquoi recoloniser toute l'Afrique? À cause de nos richesses. C'est ça qu'on ne comprend pas. C'est ce qui se passe depuis des dizaines d'années en République démocratique du Congo, où l'intérêt de l'impérialisme, c'est de reprendre tout ce que la colonisation n'a pas pu leur donner. Hein? À l'époque, tout ce que la colonisation n'a pas pu leur donner, c'est de reprendre ça. Et qu'on se rappelle, dans le temps, nous avons eu des chefs d'État qui sont liges, qui obéissaient au doigt et à l'œil, jusqu'à ce que, du jour au lendemain, Assimi Goïta vienne pour dire non, maintenant stop, nos richesses à nous de l'exploiter. Ibrahim Traoré est venu, et puis Tiani aussi, le général Tiani aussi est venu. Donc, c'est un véritable affront pour la France de faire déguerpir ces trois pays-là, puisque ça risque de faire effet boule de neige partout sur le continent. Et imaginez un seul instant, ces pays qui n'ont pas de ressources naturelles du sous-sol, hein, une fois que la France n'aura plus pied pour exploiter nos minerais d'uranium, d'or, etc., qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle est en déclin. Donc, moi, je trouve normal que la France agisse de cette manière-là pour revenir sur le continent à travers ces supplétifs ukrainiens. Abordons une deuxième dimension de ce débat. Moi, je l'ai intitulé « La confirmation des accusations maliennes ». Mais je voudrais vous inviter aussi à intégrer au débat la guerre informationnelle que mènent certains médias que vous connaissez par rapport à la situation au Sahel. Beaucoup de ces médias ont été d'ailleurs suspendus ces derniers jours au Niger, au Burkina Faso. Mais Lucas Baki, donc, ces révélations valident finalement et rétroactivement les plaintes déposées par le Mali devant le Conseil de sécurité de l'ONU concernant le double jeu français. Maintenant, quelles peuvent être les conséquences de ces nouveaux arguments apportés par Georges Malbruno? Non, en tout cas, pour la France, elle va se foutre royalement. Elle va continuer par dire, bon, mais écoutez, ce ne sont que des élucubrations des journalistes, etc. Mais il suffit d'avoir un minimum de lucidité pour comprendre que la France vit aujourd'hui une difficulté liée à un divorce difficile à assumer. Vous voyez, lorsque vous êtes amoureux d'une fille, vous êtes dans une bonne relation dont vous profitez largement, et un Maltais dit, bon, ben écoutez, je te quitte. Et vous voyez, il y a l'émotion, il y a toutes les difficultés, et c'est en même temps une défiance, puisqu'on a toujours considéré que la France, c'est une puissance, c'est notre métropole, c'est la référence, c'est elle qui nous a donné tous les concepts, toute notre vision. C'est d'ailleurs pour ça que Cheikh Anta Diop disait que le vrai coup que la colonisation a porté contre l'Afrique, c'est d'avoir instauré une forme d'hétéronomie de conscience. L'hétéronomie de conscience, c'est-à-dire le fait que l'Africain aujourd'hui ait renoncé à un regard propre et pur de son environnement et adopte justement les réflexes liés aux valeurs, à la civilisation, à tout ce qui nous a été importé, fait qu'on est galvaudé, on ne s'appartient plus, et donc nous sommes tout à fait acculturés du fait que nous ne faisons que repiquer ce qui vient justement de la France et des impérialistes. Et donc, pour l'essentiel, dans le mental des dirigeants français, aucun Africain, qu'il soit brillant ou non, ne peut oser le défier les autorités françaises, de renoncer à son hégémonie, à son influence, à sa puissance, etc. Et voyez-vous, donc, dans un tel contexte, la France
a mis tous les goulots, tous les moyens, y compris les moyens justement médiatiques. Je pense qu'on a toujours martelé cet aspect où, si nous voulons prôner notre indépendance, l'assumer et faire en sorte à nous affranchir de tout ce qui a été compilé, construit pour justement embrigader notre mental, notre conscience, il faut mettre en place des structures, des créneaux adéquats de propagation de l'information, de reparamétrage du mental du citoyen africain. Et donc, tous les médias français qui sont en train d'être suspendus aujourd'hui, nous savons toute la propagande qui est en train d'être faite à travers ces médias-là pour justement répandre davantage la civilisation française et pour répandre la philosophie et la vision des politiques français en Afrique, de sorte que nous n'avalions en termes de culture, en termes d'éléments intellectuels et moraux, que ce que ces médias-là nous vendent. Donc ça veut dire qu'en tout état de cause, comme je l'ai dit, la France ne lésine sur aucun moyen. Que ce soit à travers les ONG, à travers les médias, à travers les organisations de la société civile ou les hommes politiques, parce qu'aujourd'hui, à la suite de cette attaque du 25 avril, les enquêtes montrent clairement que l'intelligence que la France a construite, elle l'a construite à la fois avec les groupes terroristes, les sociétés, la société civile, les hommes politiques, voyez-vous, et pas des moindres au Mali, etc. Et donc, c'est pour dire que c'est devenu un combat. La France s'est appropriée, s'est personnalisée justement ce dossier sahélien et elle pense que elle ne peut pas perdre justement. Donc, ce que vous dites là, ça veut démontrer clairement que la France a sciemment sacrifié la stabilité sécuritaire du Sahel et la vie, on va dire, aussi des populations pour maintenir une influence résiduelle par le chaos. Mais est-ce que ça ne vous étonne pas que c'est seulement sur les médias français qu'on donne la parole aux groupes terroristes? Pourquoi? Il y a un fameux confrère, dont je tais le nom ici, c'est lui qui est, on dirait, le porte-parole des terroristes. Parce que tout ce qui se passe, ou bien tout ce qui va se passer dans le Sahel, lui, il est au courant à l'avance. Mais qu'on se rappelle, en novembre 2015, je crois, lorsque la France a été attaquée par Charlie Hebdo, ou bien le supermarché Karcher, mais ceux qui ont même vendu des cartes SIM aux terroristes ont été arrêtés et jugés. Les personnes, par exemple, Luc, c'est mon ami, il veut, bon, je passe la soirée avec toi, mais moi, je ne sais pas ce qu'il a derrière sa tête. Moi, je l'héberge. Mais la personne qui a hébergé Abdel Salam a été condamnée. Mais pourquoi aujourd'hui la France ne condamne pas un journaliste qui est d'intelligence avec les terroristes? Pourquoi on donne la parole à un groupe terroriste? Parce qu'on dit le FLA. Mais est-ce qu'il y a un dossier judiciaire, justement, contre pourquoi la France ne le fait pas? Puisque la France lutte, logiquement, la France lutte contre le terrorisme, n'est-ce pas? Mais qu'un journaliste soit d'intelligence avec des rebelles, des djihadistes, des voyous, et la France laisse faire sur ces médias. Il y a quelque chose d'illogique dans cette histoire-là. Or, on avait, comme je le disais tout à l'heure, on avait condamné à des peines de prison ferme quelqu'un qui a hébergé un terroriste alors qu'il ne savait même pas que c'est un terroriste. Mais regardez, on a donné la parole à un soi-disant porte-parole du FLA. Or, le FLA a révélé publiquement qu'il traite avec le JNIM, qui est reconnu comme un groupe terroriste. Donc, de facto, le FLA aussi est un groupe terroriste, n'est-ce pas? Mais pourquoi on accorde la parole sur ces médias-là? Dans le passé, déjà, la parole avait été donnée à des groupes terroristes. Oui. Mais pourquoi? Des responsables de groupes terroristes. Oui, mon ami... On n'a plus beaucoup de temps pour creuser cet aspect. Ce que je voudrais savoir de vous, est-ce que finalement on assiste pas à un scandale où l'armement initialement destiné à la défense de l'Ukraine est détourné vers des théâtres de déstabilisation en Afrique? Je pense l'avoir déjà dit, non? Je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est un fonds de commerce. Dans tous les cas, d'abord, la France nous fait croire qu'elle finance la guerre en Ukraine. Non, mais elle compile ou elle collecte auprès de l'Union européenne et de l'OTAN les armements pour les convoyer en Ukraine, mais c'est un transit à vrai dire. Vous voyez, l'objectif essentiel et fondamental de la France, et ça c'est documenté, puisque c'est les médias internationaux qui nous le disent aussi, c'est documenté que c'est à partir de là qu'on trouve le couloir pour déverser justement toutes ces armes-là sur le territoire sahélien. En tout état de cause, mon ami Nani disait que c'était illogique. Non,
J'ai dit tout à l'heure que la France est restée cohérente. L'objectif de la France et des impérialistes en Afrique, c'est de venir conquérir nos terres et profiter des ressources dont nous disposons. Elle n'a rien à foutre avec notre stabilité dont vous parlez. D'ailleurs, même c'est l'instabilité et le chaos qui légitiment leur présence ici. Puisque quand ils sont arrivés, ils nous ont dit « Ah non, mais c'est pour vous civiliser, c'est pour vous ouvrir les yeux, pour assister les pays africains, ils apportent la démocratie et un peu de tout. » De sorte que nous-mêmes, là, on renonce à des schémas qu'on aurait pu définir de façon endogène et donc envisager la perspective de notre développement sur la base des pistes que nous définissons nous-mêmes. Or, quand vous regardez très bien l'histoire des peuples du monde, il n'y a pas un seul peuple qui a su se développer en repiquant tout simplement et naïvement avec un mimétisme béat les recettes qui viennent de l'extérieur. Parce que tout peuple doit être fier de sa civilisation, de son histoire et de son cheminement. Alors, si vous n'avez pas cette possibilité-là, de recourir à ce que vous avez acquis, vos parents, vos grands-parents, les premières personnes qui ont donc habité vos milieux et qui ont construit un mode de vie. Si vous ne vantez pas cela, si vous ne vous appropriez pas cela, et vous n'en faites pas des recettes que vous transmettez de génération en génération, évidemment, vous n'allez pas avoir de cohérence dans votre plan de développement. C'est ce que l'Afrique est en train de vivre aujourd'hui. Et c'est pour cela que les trois régimes sont en train d'opérer une rupture qui passe très mal aux yeux donc, des impérialistes, parce qu'ils voient très bien le danger. Le danger, c'est qu'à partir du moment où vous prenez la souveraineté, vous prenez l'affranchissement et vous commencez à exalter les valeurs endogènes, ça veut dire que vous commencez à asseoir des socles d'une vision qui vous soit propre et qui risque alors de vous épanouir véritablement. Et mieux, quand cet exemple-là va prospérer, évidemment, cela va faire tache d'huile. Cela va se répandre un peu partout parce que l'exemple aura ainsi été donné. Et donc, on ne peut pas s'attendre à ce qu'aujourd'hui, que ce soit la France ou les autres impérialistes, ils puissent démordre par rapport à leur projet d'empêcher littéralement les pays du Sahel de pouvoir asseoir véritablement leur vision et d'évoluer véritablement. Parce qu'ils savent qu'à partir de ce moment-là, vous voyez, aujourd'hui, ils n'ont pas encore véritablement assis toute cette politique-là, mais vous voyez toute l'émulation, tout l'intérêt que cela suscite à travers tous les pays du monde, d'Afrique. Et la preuve, c'est que nous, on est en Afrique ici, au Togo, nous débattons de ces sujets-là de façon régulière parce que cela relève du bon sens et de la raison. Et tout être humain épris de liberté, ayant une vision pour lui, ne peut qu'accompagner ces genres de choix politiques tout à fait lucides et qui ont donc un avenir à construire dans cette essence-là. Il faut se poser beaucoup de questions. Hein. Quand on chasse, par exemple, de l'Europe, quelqu'un comme Nathalie Yam, qui n'a que sa parole pour s'exprimer, ou toutes les tribulations qu'on fait suivre au professeur Franklin Nyamsi, Kémy Séba qui est arrêté, d'ailleurs sur le sol africain, on se demande comment et pourquoi on donne publiquement la parole au chef des groupes connus terroristes. Mais comment expliquer aussi à Dani Sossou le silence ou on va dire le scepticisme de la communauté internationale face à ces preuves déjà fournies à l'époque par le Mali devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Les impérialistes plutôt, ils sont solidaires entre eux. Ils sont solidaires. Comment voulez-vous que les États-Unis, qui ont une visée impérialiste également sur le continent, puissent condamner la France? Comment voulez-vous que Donald Trump, qui a été kidnappé, un chef d'État au Venezuela, puisse venir dire à Macron, mais pourquoi qu'est-ce que tu fais au Mali? C'est pas logique. Il ne peut pas. Parce qu'ils sont solidaires dans la déstructuration même du monde. Tout ce qui est pays riche devient pour les impérialistes un atout. Et il faut les déstabiliser. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Parce que quand le capitaine Ibrahim Traoré avait annoncé l'hiver noir, les gens n'avaient pas compris. Hein? Les gens n'avaient pas compris. Or, l'hiver noir, c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Et la finalité, c'est ça qu'on a vu le 25 avril. Hein, au Mali. Si ce coup avait réussi, ben, il ne faut pas dire seulement que c'est le Burkina ou le Niger qui seront pris. Parce que l'ambition des terroristes, de ces voyous-là, c'est de s'étendre jusqu'à la côte.
Et voyez-vous, notre pays, le Togo, est tout le temps frappé au nord par ces mêmes terroristes. Ils ont frappé en Côte d'Ivoire, ils ont frappé au Ghana, le Bénin, n'en parlons pas. Donc l'ambition, c'est de reprendre l'Afrique, comme a dit le général Lecointe. C'est de reprendre... Les Africains ne s'indignent pas. On n'a pas vu beaucoup de réactions c'est ça à cet éditorial de Georges-Marie Bruno qui... C'est ça le drame de ce continent. Hein. Il y a des gens que Ibrahim Traoré qualifie d'esclaves de salon. Il a raison. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'un pays qui a été attaqué par des terroristes et que l'Afrique ne s'unisse pas à l'Union africaine ou bien les organisations sous-régionales telles que la CEDEAO ne montent pas au créneau pour dénoncer tout ce qui se passe. Or, aujourd'hui, Georges-Marie Bruno... On a vu des chefs d'État aller pleurer en France. Voilà, c'est ça le paradoxe. De Charlie Hebdo. Oui, c'est ça le paradoxe. Mais on n'a pas vu beaucoup condamner ce qui s'est passé la dernière fois au Mali le 25 avril. Qu'on se souvienne également au Niger, lorsque Mahamadou Issoufou était au pouvoir, il y a toute une garnison qui avait été attaquée. On avait eu plus de 200 soldats qui ont été tués. Mais on n'a vu aucun président africain aller soutenir, ne serait-ce que moralement, le Niger. On a connu des barbaries sur le continent, mais regardez même en RDC ce qui se passe. Plus de 6 millions de morts déjà. Mais quel chef d'État africain ou bien l'Union africaine a été déjà au chevet de Félix Tshisekedi pour ne serait-ce qu'apporter son soutien? C'est ça le... Au moins là, l'Union africaine s'est saisie de ce dossier. C'est ça le mal de ce continent. On se dit que non, ça c'est le Niger, c'est pas mon problème. Ouais. C'est le Mali, c'est pas mon problème. Or, on oublie également que l'ambition des impérialistes, c'est de reprendre tout le continent comme au temps de la colonisation. Après le Mali, ça va être le Niger et non, mais tu parles de la réaction de la communauté internationale. Mais c'est qui on appelle communauté internationale? Voilà, c'est une nébuleuse. La communauté internationale telle que... nébuleuse, on l'entend beaucoup quand il s'agit de défendre une forme de respect entre guillemets, droits de l'homme. Je pense qu'il faut rester cohérent et suffisamment lucide. Nous savons tous... Disons alors la communauté africaine. Voilà. On va y arriver. Je vais répondre sur deux volets. D'abord, les impérialistes de l'Occident qui incarnent, entre guillemets, cette fameuse communauté internationale. Elle a une ambition, c'est celle de piétiner les faibles. C'est d'exploiter les faibles, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Une fois que vous avez des ressources naturelles, des ressources minières, c'est clair que ces impérialistes-là vont vous convoiter. C'est pour ça que quelqu'un comme Donald Trump s'est permis d'aller enlever un chef d'État au Venezuela parce qu'il vise justement, il convoite les ressources pétrolières dont dispose ce pays-là. Il est prêt à aller chercher le Groenland, à influencer d'autres personnes, etc. Parce que leur vision, c'est de piétiner tous ceux qui ne sont pas capables de leur résister et donc d'exploiter leurs ressources. Maintenant, justement, face à cela, face à l'usage de la force, de l'agressivité, à des réflexes plutôt animaux, puisque justement, l'être humain, normalement, il ne s'affirme que par sa capacité de raisonnement, de persuasion, etc. Mais il dépasse cela pour fabriquer l'âme et tuer, et intimider, et faire en sorte que les facultés humaines ne soient pas promues un peu partout. Maintenant, nous, les Africains, justement, pourquoi donc on n'est pas en mesure de comprendre que dans une telle jungle qui est savamment instaurée, entretenue, de sorte que nous ne puissions pas avoir de marge, comment nous ne pouvons pas comprendre que la seule clé dont nous pouvons disposer, c'est l'unité, c'est la mutualisation de nos énergies, c'est la mise ensemble de nos moyens, de nos ressources, de nos capacités. C'est aussi l'usage de nos facultés, ne serait-ce que l'usage de la parole. Et donc, si les dirigeants africains ne sont pas en mesure de dénoncer ce qui se passe ou d'exprimer un soutien clair et net vis-à-vis des pays qui sont victimes de ces genres d'agression, c'est justement parce que ces dirigeants-là, pour l'essentiel d'abord, ne s'appartiennent pas. Tout dépendra des conditions dans lesquelles ils sont venus au pouvoir. Si les impérialistes ont autant de visées, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils interviennent aussi dans le choix de ceux qui vont nous diriger, de sorte qu'ils puissent leur posséder leur âme en vérité. Donc si vous êtes un pays, un dirigeant corrompu, vous traînez des casseroles qui sont donc entre les mains des impérialistes. Lorsque vous voulez lever votre petit doigt, mais on vous cogne la tête. Vous êtes donc sous l'emprise
de ces influenceurs, de ces impérialistes-là. En tout état de cause, personne ne peut aujourd'hui avoir l'audace de dire on pourra grandir tout seul en Afrique. Ce n'est que l'union. C'est d'ailleurs pour ça que les schémas qui ont été mis en place dans les pays du Sahel nous fascinent. Le Mali a compris que tout seul, il ne pourra pas aller loin, il risque d'être écrasé. Alors là, et le Burkina, c'est le cas, c'est le Niger, ils ont mis en place une alliance. Et ils ont cherché les partenariats qui leur permettraient justement de dérouler cette vision-là. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont en mesure aujourd'hui de résister face à ce rouleau compresseur des impérialistes qui déversent des milliers, des millions de francs CFA, en tout cas des équipements fous aux terroristes pour pouvoir les déstabiliser, les harceler au point où ils ne seront pas en mesure, si vous voulez, de se concentrer sur l'essentiel, qui est de construire leur pays et d'épanouir leur peuple. Donc, ça veut dire que si nos États, nos dirigeants, jusqu'à présent, ne comprennent pas qu'ils doivent adopter une position plus intelligente, mais ils risquent eux aussi de mourir avec leurs œuvres, parce qu'ils auront été suffisamment idiots de penser que, parce qu'on les bichonne pour le moment, hein. Idiot, c'est ça que je... Ah mais non, mais l'idiotie, c'est quoi? C'est le manque de lucidité, c'est le manque d'intelligence, c'est l'incapacité à faire des choix intelligents qui permettent d'avoir... J'aurais aimé une autoformulation. Mais de toute façon, vous savez, c'est le français que nous parlons. Hein. C'est d'ailleurs, vous savez, on est malheureux face à la France. Pourquoi? Parce que c'est la France qui nous a appris le français. C'est leur langue que nous parlons. Normalement, notre premier mais il y a certains mots qui glissent vers l'injure. Donc quand on non, il n'y a pas... nous sommes tous idiots. C'est pas encore insultant. Non, l'idiotie... Des pays qui sont idiots pour ne pas comprendre. Attends, on peut faire tout je préfère un euphémisme. Bon, ok, d'accord. Il y a un simple truc que je voulais faire révéler ici. Comment est-ce que des pays africains peuvent accueillir sur leur territoire des terroristes qui sont partis attaquer d'autres pays? Bon, regardez par exemple, le repli stratégique de l'Azawad, c'est l'Algérie. La Mauritanie aussi. La Mauritanie, voilà, ce sont des secrets de polichinelle. Comment est-ce qu'on peut penser que des pays africains, au lieu d'aider d'autres pays africains à arrêter ces terroristes, puissent les accueillir, leur donner de la logistique et leur donner des moyens pour aller rattaquer ce sont encore les terroristes qui ont trouvé des zones peut-être pas contrôlées. Ah bon? Comment ça? Je m'interroge. Écoutez. Il nous reste juste une dizaine de minutes. Je voudrais qu'on parle tout au moins des réponses diplomatiques ou sécuritaires à cette donne, au fait qu'on a largement posé sur ce plateau. Quelles sont les suites juridiques possibles, les suites juridiques internationales que le Mali et ses alliés de l'AES peuvent-ils engager contre les acteurs impliqués dans ce réseau dénoncé par Georges Malmoisin? La seule issue, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais qui dirige le Conseil de sécurité des Nations Unies? Ce sont les 5 puissants. Non, le Conseil de sécurité, ce n'est pas une action juridique. Non, mais tu peux partir de là. Et tu peux partir aussi de là. N'oubliez pas que le Mali... On va saisir la Cour pénale internationale. Ils ne sont plus membres de la Cour pénale internationale, justement. Ils sont sortis de la Cour pénale internationale. Donc, la seule issue... Mais l'ONU, la SDN, puis l'ONU a été créée pour quoi? C'est pour la paix, la sécurité dans le monde. Donc, s'il y a un problème, le problème doit aller au Conseil de sécurité. Or, on sait que tout ce qui se passe au Conseil de sécurité, c'est marginal. Il suffit qu'un seul pays dise non pour que les résolutions soient bloquées. Quand le Mali avait porté plainte contre la France, pourquoi ça n'a pas prospéré? Justement parce que la France a un droit de veto et la France a dit non. Donc, la seule issue aujourd'hui, c'est l'ONU, l'issue diplomatique. Or, ce qui peut être intéressant, c'est que l'Union africaine puisse prendre à bras le corps ces genres de problèmes que subissent les États du Sahel. Hein? L'Union africaine peut jouer un grand rôle dans cette histoire-là. La Cour africaine des droits de l'homme qu'on peut saisir symboliquement, non? Oui, mais est-ce que la Cour africaine des droits de l'homme, est-ce que cela peut avoir une incidence, par exemple, sur la France? Je ne pense pas. Symboliquement? De manière symbolique, tu as dit. Mais quelle est la portée après? Voilà, vous parlez de symboles. Vous savez, en fait, ce qui me fascine dans le style de gouvernance des pays de l'AES, c'est qu'ils ne se laissent pas distraire par... Et puis, ils ne posent pas des actes inutiles qui dissipent leur énergie pour rien. L'acte déterminant qu'ils ont eu à poser
lorsqu'il y a ce différend avec la France, c'est de porter la plainte auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc ça déjà, ça rend compte en fait de la bonne foi, mais en même temps du côté où la vérité se trouve. Parce que quand vous n'êtes pas sûr de l'action que vous menez, de la véracité, du bien fondé de votre démarche, vous n'allez pas vous exposer à l'échelle la plus élevée, voyez-vous, quand il s'agit de régler les différends. Donc ça veut dire que déjà tout le monde avait bien compris que la France étouffait justement cette plainte de prospérer parce qu'elle allait permettre de la dénuder et de mettre au grand jour les éléments qui ont été irréfutablement compilés et qui montrent qu'en réalité, la France est dans son rôle de toujours. Et aujourd'hui, justement, parce que vous voyez, c'est un peu difficile de contenir la vérité et à travers des mensonges. À un moment donné, elle va s'éclater. Ce sont donc des journalistes, des médias français qui corroborent et renforcent justement tous ces éléments qui avaient été évoqués. Ça veut dire que la clé aujourd'hui qu'il faut utiliser le mieux, c'est le tapage médiatique. C'est qu'il faut à chaque fois tenir des raisonnements qui montrent en vérité que la France n'a jamais été de bonne foi sur notre continent. C'est largement suffisant parce que l'usage de cette faculté-là, c'est-à-dire la communication bien organisée, bien structurée, permet de conscientiser tout le monde, permet aussi de mobiliser les consciences collectives autour des idées que vous poursuivez. Si les dirigeants africains, malheureusement, ne sont pas en mesure d'enclencher une dynamique unitaire, nous connaissons, nous savons pourquoi. Il y a leur faiblesse qui les empêche donc de faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc mobiliser la conscience populaire en Afrique. Si la société civile monte au créneau, si les intellectuels, qui malheureusement ne sont pas célébrés dans nos pays, et ce qui est vraiment maladroit et à la limite inintelligent, j'évite d'utiliser des mots que tu vas contester, parce que je ne comprends pas comment quelqu'un va consacrer sa vie pour réfléchir, travailler sur le modèle de vie que vos sociétés doivent mettre en place pour évoluer. Il travaille, il est un intellectuel connu comme tel, et vous êtes dirigeant, vous ne comprenez pas que c'est celui qui est détaché et qui réfléchit au mieux qui a la solution en réalité. Lorsqu'on a parlé par exemple du plan Marshall après la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est un intellectuel qui a mis en place, Marshall c'est un intellectuel américain qui a mis en place ce plan-là qui a été adopté, et donc on lui donne le nom de plan Marshall qui a permis justement au pays de se refaire. Pourquoi nos dirigeants vont-ils être aussi myopes pour ne pas comprendre qu'à partir du moment où ils sont dans le feu de l'action, à partir du moment où ils ont des difficultés liées à une cause ou à une autre, il faut s'appuyer sur des intellectuels pour définir les schémas qui permettent justement de lancer notre continent, nos pays. Un intellectuel, ça c'est une autre question. Mais non, sur laquelle on va revenir, je ne parle pas des intellectuels, je ne parle pas des diplômés, je parle d'intellectuels. Bon, voilà, c'est ça, c'est différent. Avec quoi, quel est l'instrument qui permet de mesurer? L'intellectuel se caractérise par son intégrité, par son objectivité, par la vision qu'il définit pour sa société et sa capacité à porter les mots dont souffre son pays. Ce qui est intéressant aujourd'hui dans toute cette histoire, c'est que le monde est devenu un village connecté. Et les Africains, surtout cette jeunesse, a pris conscience qu'elle ne sera plus manipulée. C'est ce qui fait même la force des États de l'AES aujourd'hui. Parce que l'information, on ne l'a plus seulement sur les médias français, avec leurs narratifs qui leur sont propres. Mais on a aujourd'hui l'information qui est diversifiée. Et ce qui m'intéresse encore le plus, c'est de voir des Européens et des Français qui ne sont pas d'accord avec les politiques menées par leur pays. Et quand vous prenez le Belge Michel Collomb, par exemple, quand vous le prenez, c'est quelqu'un qui est d'une lucidité vis-à-vis de l'Afrique, qui ne dit pas son nom. Et il y en a d'autres comme ça qui sont nombreux, qui prennent la question africaine comme leur propre question. Quand je vois Thomas Dietrich qui nous donne des informations, qui est contre le néocolonialisme aujourd'hui, ça veut dire que quelque part, il y a une conscience générale qui s'est développée
et qui permettent aujourd'hui aux Africains de ne plus subir les mêmes narratifs qu'on a eus sur les médias mainstream jusqu'à présent. C'est ça qui est important aujourd'hui et c'est ça qui ne fait pas le jeu de la France. D'ailleurs, c'est pour ça que la semaine dernière, Macron a réuni à l'Élysée certains influenceurs pour essayer de redonner... Vous n'en faisiez pas partie. Pour essayer de refaire notre histoire à nous. Or, on a déjà pris conscience de... En une minute, est-ce que vous pouvez me dire comment les États sahéliens peuvent s'organiser pour redéfinir le protocole de surveillance des frontières et de l'espace aérien face à la preuve d'un soutien, on va dire, incestueux international au terrorisme? Non, c'est clair. Je pense que oui, ce n'est même pas nous qui le révélons. Cela, ce n'est pas aujourd'hui que les dirigeants de l'AES savent que voilà, il y a ces genres de connivence. C'est très simple. Ils n'ont qu'à rester cohérents. C'est-à-dire, ils n'ont qu'à continuer ce qu'ils ont déjà commencé. Puisque vous savez que depuis qu'ils sont venus au pouvoir, chacun en ce qui le concerne, s'organise pour réarmer véritablement ses troupes, s'organiser avec les moyens de surveillance, etc. Il faut intensifier cela. Mais au même moment, il faut activer davantage la vigilance du peuple. Parce que le principal bouclier, c'est le peuple. C'est le peuple qui peut détecter les mouvements inhabituels, les suspects en son sein, etc. et les extirper. C'est ce qui est en train de se passer dans l'enquête que le Mali a enclenchée et qui risque de donner vraiment des résultats extraordinaires. D'accord. Les téléspectateurs nous ont écoutés. On va voir s'ils sont d'accord avec vous ou pas. Et surtout, dans un langage courtois, l'éthique de la parole, comme disait le professeur Anatekou Beyalo, pour reprendre sa théorie, l'éthique de la parole, pour qu'on se comprenne sur ce plateau. On va marquer donc une pause, 10 minutes. On se retrouve pour la seconde partie de New On Forum dans un instant.